Voilà. Nous allons... Donc, je laisse la parole à Pauline. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième conférence de l'année du cycle Jean Pouillou, donc conférence organisée par le pôle communication de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Le sujet de cette conférence est donc le suivant, Halcy, un hub maritime médiéval en mer Égée. Cette conférence est donc présentée par Yona Waxman, actuellement directrice de recherche au CNRS. Donc Yona a commencé son parcours universitaire par une maîtrise de physique à l'Université de Strasbourg. Puis elle s'est spécialisée dans les approches archéométriques avec une thèse en physique nucléaire appliquée à l'archéologie sur les céramiques byzantines de Pergame. Après 2 post-doctorats donc à l'Université de Harvard et au MIT et à l'Université hébraïque, elle a intégré le laboratoire de céramologie de Maurice Picon à la Maison de l'Orient, à Lyon. Donc, elle a donc consacré une grande partie de ses recherches aux céramiques médiévales de Méditerranée et de mer Noire, en s'appuyant sur des analyses en laboratoire pour déterminer leurs origines et techniques de fabrication. Les résultats qu'elle a obtenus ouvrent donc de nouvelles perspectives sur des aspects économiques, culturels et sociétaux du monde et de la Méditerranée orientale médiévale. Elle a travaillé dans une dizaine de pays sur des sites importants comme Constantinople, actuel Istanbul, Thessalonique, Thèbes et Chalcis, Saint-Jean d'Acre et Beyrouth, et a dirigé plusieurs programmes de recherche nationaux et internationaux, dont dernièrement le programme Pomidor, Population, Poterie et Alimentation en Méditerranée orientale médiévale. Donc, je vous rappelle que la conférence est enregistrée, comme vient de vous le dire à l'instant Karine. À la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions, soit en intervenant directement via l'ouverture de votre micro et ou de votre caméra, soit via le fil de discussion que vous avez à droite de l'application. Donc, je laisse la parole maintenant à Yona Waxman et n'oubliez pas d'éteindre vos micros. Voilà. Merci Pauline et merci Karine. Et je voudrais remercier la Maison de l'Orient et de la Méditerranée et également Frédéric Letterlé de m'avoir convié à présenter ce sujet dans le cadre des conférences Jean Pouillou de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Alors, ce soir, ce que je voudrais vous présenter, c'est une enquête sur la longue durée. C'est un parcours de recherche, c'est une méthodologie qui a permis de mettre en évidence que Chalkis, actuellement Chalkida, un petit bourg assez tranquille sur l'île d'Eubée, qui est rattachée à la Grèce continentale et à la Béotie par un pont au niveau de Chalkis, justement, était à l'époque médiévale un port extrêmement dynamique. Et ce que le titre de la conférence ne dit pas, mais que vous aurez vu dans le résumé, c'est que cette enquête s'appuie sur le témoignage des céramiques. Alors, les habitués des cycles de conférences Jean Pouillou savent combien ces vestiges, qui sont les plus abondants et les mieux conservés en général dans les fouilles archéologiques, sont précieux par les informations qu'ils apportent aux archéologues, aussi bien les informations sur la chronologie des contextes, parce que par leur type, un petit peu de la même façon que les modèles des voitures dans les vieux films vous disent à quelle période ils ont été tournés, ou ils sont censés avoir lieu. Également, leur abondance et leur origine donnent des informations sur les échanges et les circuits commerciaux, et c'est sur ce point que nous nous focalisons ce soir. Et elles donnent également toutes sortes d'autres types d'informations sur les pratiques alimentaires, sur l'artisanat et la maîtrise des arts du feu, etc. Le deuxième ingrédient de cette enquête est l'archéométrie. Qu'est-ce que c'est l'archéométrie? C'est un ensemble de disciplines qui mettent en œuvre des techniques qui viennent des sciences dures, la chimie, la physique, la géologie, la biologie, et qui interviennent dans le processus de la recherche archéologique
à différents niveaux. Alors évidemment, le plus connu, c'est la datation, notamment par le radiocarbone, mais en fait, elles interviennent dès avant la fouille pour détecter les vestiges enfuis par des prospections géophysiques, jusqu'aux analyses pour la conservation-restauration, en passant par la datation, mais également la caractérisation de tous les matériaux qui sortent des fouilles, et notamment les céramiques, avec des recherches qui peuvent porter notamment sur leur origine et leur technique de fabrication. Cette enquête s'appuie en fait sur ces petits éléments, ces espèces de petits rogatons qui sont des témoins clés pour cette histoire, et nous verrons que ce sont des vestiges d'ateliers de potiers, et donc retenez que ce sont eux finalement qui auront été l'élément déclencheur de toute notre démonstration. Alors, cette histoire, elle commence non pas à Chalkida, mais à Chypre, et plus précisément sur le site de Kouklia Paléopaphos, qui était fouillé, du moins à l'époque, par une équipe suisse dirigée par Franz Mayer et Marie-Louise von Warburg, un site où il y a des vestiges de toutes les périodes depuis l'âge du bronze, mais qui est également très impressionnant par ses vestiges médiévaux, et vous voyez ici la magnifique salle gothique du manoir royal de Kouvoucle, qui était le nom de Kouklia à l'époque médiévale. Et le matériel céramique qui était étudié par Marie-Louise von Warburg contenait notamment des céramiques de différents types qui ressemblaient à ça. Différents types dont je vous ai mis les noms un petit peu barbares, hein, Fines Graffitoware et Genware, qui sont décorés par la technique du sgraffito, sgraffito qui vient de l'italien graffiare, et qui désigne ces décorations à base d'incision. Et ces différents types sont rattachés à différentes périodes, plus précisément le XIIe et le XIIIe siècle. On s'appuie ici surtout sur les travaux de Guy Sanders à Corinthe pour l'établissement des chronologies. Et ces périodes sont en fait, correspondent pour le contexte historique à des périodes de domination byzantine et franque dans cet espace de la Méditerranée orientale où l'Empire byzantin, qui a déjà bien été attaqué par les Seldjoukides, qui ont gagné une grande partie de l'Anatolie à la fin du XIe siècle, va perdre encore certains de ses territoires après la quatrième croisade notamment, qui vont passer dans les mains des Francs, donc Chypre, qui va devenir possession des Lusignan, et également l'île de Bé, qui va devenir possession vénitienne. Donc on est vraiment à la charnière entre une transition entre des territoires byzantins et territoires francs dans cet espace. Cependant, ce qu'avait remarqué Marie-Louise von Warburg et un certain nombre d'autres collègues, c'est que ces céramiques de différents types et de différentes chronologies et qui ont été fabriquées sous différentes dominations politiques, avaient un certain nombre de points communs par leur forme. Vous voyez ici le profil, le dessin technique des deux types de céramique que je vous ai montré dans la diapo précédente, et également par un certain nombre de détails dans leur fabrication, ce qu'on voit en surface, et dans l'aspect du matériau, ce que les anglo-saxons appellent les fabrics, ce qu'on observe à l'œil ou à la loupe. Et en fait, c'est ce qui a amené mes collègues à formuler l'hypothèse qu'il s'agissait de céramiques qui avaient une même origine, une hypothèse qui a été confirmée par les analyses chimiques. Alors, pour bien comprendre comment cette hypothèse a été formulée, pourquoi elle a été formulée et comment elle a été confirmée, il faut revenir un petit peu plus sur le matériau céramique. Qu'est-ce que c'est ce matériau céramique ? C'est un matériau argileux qui est extrait par les potiers dans des carrières. Alors, les carrières antiques, en général, ne ressemblent pas à la photo que je vous montre. Ce sont des choses plus modestes qu'on ne retrouve en général pas, d'ailleurs.
Donc, ils extraient ce matériau argileux, ils vont l'utiliser pour fabriquer ces céramiques, éventuellement le modifier au stade de la fabrication. Ces céramiques vont être utilisées hein, dans les contextes, elles vont être retrouvées dans les contextes archéologiques et ensuite étudiées au laboratoire qui va faire des analyses de ce matériau. Et donc, ces analyses vont permettre de donner ce qu'on pourrait qualifier de carte d'identité du matériau. Et ces cartes d'identité du matériau, on va les assembler, c'est ce que nous faisons en tout cas au labo à Lyon, dans des bases de données de cartes d'identité, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir déterminer l'origine de ces céramiques. Alors, si on regarde un petit peu plus près comment ça se passe en réalité au laboratoire de Lyon, donc le laboratoire de céramologie qui avait été un laboratoire pionnier en France en archéométrie, et le laboratoire fondé par Maurice Picon, qui fait maintenant partie du labo archéologie et archéométrie. Donc on commence par prélever un morceau de ces céramiques, soit avec une scie au labo, soit sur le terrain. Donc voilà le petit échantillon qui va être analysé, hein, qui est donc un morceau de ces céramiques, qu'on va ensuite griller pour éliminer l'eau, pour éliminer les éléments volatiles, les matières organiques, qu'on va ensuite broyer, réduire en poudre. Et vous voyez ici notre technicien de choc Alain Bernet qui va mélanger une quantité bien définie de cette poudre avec un fondant. Et ce fondant, il va avoir comme effet d'abaisser la température de fusion du mélange, ce qui fait qu'on va pouvoir porter ce mélange à l'état liquide et le couler dans un moule. Et voilà ce que ça donne quand on démoule, c'est une perle de verre. Donc c'est sous cette forme que nos échantillons de céramique sont analysés à Lyon, ce qui nous permet d'avoir des conditions d'analyse qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours reproductibles. Et ça, c'est très important pour le type de recherche que nous faisons sur la longue durée. Donc ces perles de verre, elles vont être introduites dans le spectromètre de fluorescence X, hein, c'est une des méthodes d'analyse chimique qui peuvent être mises en œuvre, c'est celle que nous utilisons à Lyon. Et ces analyses chimiques, elles vont nous donner un affreux tableau qui ressemble à ça, mais qui donne en fait pour chaque échantillon sa composition chimique, donc sa carte d'identité, et qui dit combien il y a de calcium, de fer, de silicium, d'aluminium dans cet échantillon. Donc, c'est avec ça que nous allons travailler, nous au labo, pour, à l'aide de classifications qui sont des traitements statistiques multivariables, regrouper ces céramiques à partir des caractéristiques de leurs matériaux. Donc ce matériau argileux, sa composition chimique, va pouvoir être mise en comparaison d'un échantillon à l'autre. Donc voilà ce que ça donne, cette classification, un des traitements statistiques possibles, hein, c'est celui que nous utilisons. Qu'est-ce que c'est le but de ces classifications? C'est à partir de tous les échantillons que nous considérons, hein, qui sont représentés ici par leur identifiant à la base du diagramme, on va les regrouper. Je ne rentre pas dans le détail, mais sauf si vous voulez au moment des questions. Donc, le but de la manip, c'est de les regrouper par groupe d'échantillons qui ont des compositions chimiques similaires. Donc, ils vont s'assembler par ces espèces de grappes positionnées bas dans le diagramme. Et donc là, on va distinguer, dans cet exemple, 3 groupes d'échantillons qui présentent des compositions chimiques similaires et donc qui ont été fabriqués avec des matériaux argileux similaires. Donc ces classifications, dans notre exemple, on a 3 groupes et en comparant avec notre base de données de carte d'identité chimique, avec un petit peu de chance, on va pouvoir dire, tiens, cette composition-là, nous l'avons déjà en stock dans notre base de données
et on sait qu'elle correspond à telle origine, et on va pouvoir identifier l'origine de l'un ou l'autre de ces groupes. Ces cartes d'identité qui correspondent à des productions de céramique identifiées, elles sont basées donc dans la façon, dans la méthodologie que nous employons sur les compositions chimiques, mais nous prenons évidemment aussi en compte les données archéologiques. Donc là, vous voyez les dessins, les photos de fabrique, donc l'aspect du matériau à l'œil. Donc c'est cet ensemble des caractéristiques à la fois archéologiques et archéométriques qui va permettre de définir une production de céramique. Donc ce que les potiers fabriquent dans leur atelier va être défini par cette carte d'identité complète, si je puis dire, à la fois chimique et archéologique par ces différentes caractéristiques. Alors, je referme cette parenthèse méthodologique pour retourner à Chypre. Et donc, voici quelques échantillons que nous avons analysés à Chypre. Alors, évidemment, ce n'est pas les grands plats que je vous ai montrés tout à l'heure, mais ce sont en fait les mêmes types que nous avons analysés avec Marie-Louise van Wartburg. Et maintenant que vous voyez ce diagramme de classification, vous comprendrez mieux si je vous dis que tous ces échantillons, pratiquement tous ces échantillons, font partie du même groupe chimique, alors que, du point de vue de leur type, ils présentent une grande variété. Et c'est ce qui nous a permis une première conclusion, c'est que ces différents types, en fait, bien qu'ils soient donc rattachés à des types, des méthodes de décoration et des chronologies différentes, relèvent d'une même production et ont la même origine. Donc ça, c'était la première conclusion à laquelle nous avons pu arriver à travers cette étude à Chypre. Alors, la deuxième partie de cet premier épisode, si je puis dire, a été élargie non seulement à différents types, mais à différents sites. Donc, il se trouve que j'avais également échantillonné en Crimée, sur le site de Chersonèse, que vous voyez ici sous la neige. Également au Liban, donc Chersonèse, les fouilles de Ala Romanchuk, les fouilles russes. Les fouilles françaises de Talman à Tel Arqa. Et les analyses ont montré de la même façon que ces échantillons avaient la même origine que ceux que nous avions étudiés à Kouklia, à Chypre. Et en étendant l'étude à plusieurs autres sites que je vous ai représentés ici, et en prenant également en compte les résultats d'autres laboratoires, nous avons pu mettre en évidence que c'était une même production qui était diffusée sur tous ces sites. Donc nous avons vraiment une diffusion qui est une diffusion à longue distance, puisque vous voyez que l'extrémité de cette carte à l'ouest, c'est Marseille, à l'est, ça doit être Tel Arqa ou Saint-Jean-d'Acre, et au nord, nous allons jusqu'en Crimée et probablement au-delà. Et ça, ce sont seulement les sites où nous avons pu vérifier, grâce aux analyses, qu'il s'agissait bien de la même production. Donc, la suite de cette première conclusion, c'est que on avait une même origine et une large diffusion pour cette production de céramique, et donc qu'il devait s'agir sans doute d'un important centre de production. Fin de l'épisode 1. Alors, évidemment, la deuxième question qui émergeait, c'est de savoir où ce centre de production était localisé. Pour cela, les collègues avaient émis tout un tas d'hypothèses que j'ai essayé de vérifier à chaque fois en comparant toujours les compositions chimiques de cette production avec des données de référence pour les différents sites considérés. Et nous nous sommes en particulier intéressés à Thèbes et Chalkis avec mes collègues grecs qui étaient alors à la 23e éphorie byzantine des 23e éphorie des antiquités byzantines de Chalkida,
Nikos Kontogiannis, Steffi Skarsis, Yannis Vaxevanis. Nous nous sommes intéressés à Thèbes et à Chalkis. Pourquoi? Parce que Thèbes était à l'époque la capitale politique, religieuse, économique d'une vaste région, très riche. Thèbes était connue pour sa production de soie à l'époque byzantine, également à l'époque franque, c'était un site important, le site d'un archevêché latin. Et si vous allez visiter, quand vous pourrez aller visiter, le musée archéologique de Chalkida, de Thèbes, pardon, vous verrez encore ces vestiges francs avec la tour Saint-Omer que vous voyez ici sur la dia. Donc, Thèbes, également d'autres indices très intéressants pour nous, qui étaient d'une part des exemplaires assez spectaculaires de ces productions, avec, vous voyez ici à droite, un des rares exemplaires avec un décor figuré, qu'on pense être une représentation de Digenis Akritas. Digenis Akritas, qui était un soldat qui guerroyait aux frontières orientales de l'Empire et qui est connu par un texte qui relate cette épopée. Donc, c'est une épopée du Xe-XIe siècle qui raconte les aventures de ce guerrier. Et surtout, un indice qui était très important, c'était qu'on trouvait partout dans les fouilles de sauvetage à Thèbes ces types de céramiques, et surtout, on les trouvait partout dans les villages environnants. Hein, bon, comme vous pouvez voir, ce sont quand même des céramiques qui sont assez élaborées, donc on ne s'attend pas forcément à les trouver en contexte rural, dans le moindre bled au fin fond de la Béotie, mais il se trouve qu'ils sont très présents dans les villages, et c'est ce qu'ont montré un certain nombre de surveys qui ont été faits, de prospections, pardon, qui ont été faites dans la région de Thèbes. Donc ça, c'était quand même un indice assez important que peut-être, probablement, les sites de production, le site de production de ces céramiques était dans les environs. Donc ça, c'était en fait notre hypothèse numéro 1. Mais nous avons également considéré Chalkis. Chalkis, non loin de Thèbes, était en fait le port de Thèbes à la période byzantine. À cette époque, il était connu sous le nom d'Oripos, et quand l'Eubée a été conquise par les Francs, donc Chalkis est devenu Negroponte et était un port dans les réseaux maritimes vénitiens. Donc, on savait déjà que pour la période vénitienne, mais plutôt à partir du XIIIe, XIVe siècle, Chalkis était un port important dans la région. Ce qui a été également très important pour nous, c'est que donc, l'éphorie byzantine de Chalkida avait mené un certain nombre de fouilles de sauvetage pour les constructions avant de procéder à de nouvelles constructions. Et dans plusieurs sites, et là je vous en ai montré, je vous les ai fléchés sur la carte qui représente l'ancienne cité médiévale de Chalkis dans son emprise actuelle, ont été trouvés ces petits rogatons que je vous ai montrés tout au début, si vous vous souvenez, qui sont en fait des mobiliers de four. Donc ça, ce sont des petits éléments qui sont placés par les potiers pour empiler les céramiques dans les fours au moment de la cuisson. Donc c'est ce que représente ce petit schéma, et vous voyez ici encore, alors ce n'est pas les ateliers de Chalkida, parce qu'on ne les connaît pas encore vraiment, mais c'est un autre atelier des fouilles de Constantinople, Istanbul, où vous voyez encore ces petits trépieds. Bon, c'est un autre modèle, le modèle que nous avons pour Chalkis, c'est celui-là, qui sont encore collés aux céramiques. Il y a eu un accident, disons, au moment de la cuisson, et donc ils sont restés collés. Mais pour nous, c'est très précieux, ce genre d'éléments, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce matériau pour identifier
la carte d'identité des matériaux argileux, des matériaux céramiques locaux à Ralkis. Donc, ce sont vraiment des matériaux de référence qui vont nous permettre d'identifier les productions de Ralkis. Identifier les productions, c'est ce que nous avons fait en comparant donc, ces matériaux de référence, les points noirs, avec les céramiques qui nous intéressaient, en procédant de nouveau à ces classifications à partir des compositions chimiques. Et donc, nous avons identifié deux groupes, les productions locales à Thèbes, les productions locales à Ralkis. Et dans les productions locales à Ralkis, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tous ces types que je vous ai présentés tout à l'heure à partir du matériel de Kuklia. Non seulement ça, mais également, donc, conclusion 2, c'est que ces céramiques de différents types et différentes chronologies avaient donc une même origine, on le savait déjà, mais cette origine, nous avons pu l'identifier à Ralkis. Alors, non seulement ces céramiques, mais également des amphores ont pu être de la même façon, avec la même méthodologie, identifiés comme des productions de Ralkis. Ces amphores ont été utilisés comme containers pour le transport maritime d'un certain nombre de denrées, traditionnellement le vin, l'huile, etc. Donc, ce sont vraiment des containers pour le commerce maritime, et souvent le commerce maritime à longue distance. Et qui dit commerce maritime, donc là, ce que je vous ai entouré, c'est un des principaux types qui porte le doux nom de Günsenin III, d'après notre collègue Nergis Günsenin, une archéologue turque. Donc ça, ce sont des amphores qui sont parmi les plus fréquentes au XIIIe siècle. Et en fait, ce sont parmi les dernières amphores qu'on trouve pour le transport des denrées, puisque par la suite, en Méditerranée, les amphores disparaissent et seront remplacés par d'autres types de containers comme les tonneaux. Alors, ces amphores transportés conçus pour le commerce maritime nous ont amenés à nous intéresser aux navires qui les transportaient et plus particulièrement aux épaves. Alors, je vous montre ici un exemple magnifiquement conservé de ces épaves médiévales, telles qu'elles ont été trouvées dans les fouilles, toujours les fouilles de Constantinople, parce qu'en général, elles ne sont pas aussi bien conservées que ça. Mais ça vous permet de voir une épave avec encore sa cargaison d'amphores. Bon, c'est des amphores un petit peu plus précoces. Mais ce qui nous a intéressés, c'est de mieux comprendre le rôle de Ralkis dans ce commerce maritime. Donc, vous voyez ici une carte qui est un petit peu plus tardive et qui montre les routes maritimes fréquentées par les Italiens qui dominaient le commerce maritime à cette période, notamment les Génois et les Vénitiens. Et donc, le positionnement de Ralkis sur ces routes. Mais cette carte, en fait, ne dit pas tout, puisque nous avons également le témoignage des épaves, donc les navires qui ont coulé. Et je vous montre ici une carte qui résulte d'une synthèse toute récente de Georges Koutsouflakis, qui a dirigé un grand nombre de prospections sous-marines menées par l'Ephorie des antiquités sous-marines d'Athènes. Et donc, il a pu mettre en évidence une grande concentration d'épaves portant des cargaisons de ces amphores que je vous ai montré tout à l'heure, ce type Günsenin III. Et c'est certainement pas un hasard si ces épaves sont localisées précisément à cet endroit-là. Parce que là, on est sur une autre route maritime qui menait de l'Italie à Constantinople et au-delà en mer Noire, en passant par Ralkis. Et donc, ces amphores qui étaient des productions de Ralkis
une grande partie n'est pas arrivée à destination, visiblement. Et vous pouvez vous rendre compte sur ces photos qui viennent toujours de ces prospections sous-marines menées par le service des Antiquités grecques, où vous voyez 3 navires qui ont coulé côte à côte. Donc tous ces petits grains-là sont des amphores. Il y a des milliers et des milliers d'amphores. Et c'était un espèce de convoi de navires qui ont tous les 3 coulé, les uns à côté des autres, dans cette région-là que je vous ai indiquée sur la carte. Et je pense que c'était ce qu'on appelait une muda vénitienne, donc un convoi organisé par l'État, et commandité et organisé par l'État, qui organisait ces transports maritimes commerciaux entre donc Chalkis, probablement, et une destination finale qui ne nous est pas connue, qui peut être Constantinople, qui peut être au-delà. On a parlé des épaves contenant des amphores. Un grand nombre d'épaves sont connues. Les épaves qui contenaient des céramiques, donc les céramiques de table, telles celles que je vous ai montrées tout au début, sont beaucoup plus rares. Et pour cette période du XIe au XIIIe siècle, on en connaît très peu, mais en fait, elles sont presque toutes, ces cargaisons de céramique, des types que l'on a maintenant associés à Chalkis. Alors, on se posait quand même la question de savoir si c'était bien des productions de Chalkis, puisqu'elles auraient pu être fabriquées dans d'autres centres qui fabriquaient les mêmes types. Et nous avons voulu le vérifier, c'est ce que nous avons fait sur l'épave de Cavialiani, qui a donc été identifiée lors d'un survey dirigé par toujours Georges Koutsouflakis. Et donc, nous avons analysé certaines céramiques de cette épave, et le résultat des courses, c'est qu'il s'agit bien de production de Chalkis. Donc, on a quand même toutes les raisons de penser que Chalkis était un hub maritime médiéval, parce que presque toutes les épaves ayant des cargaisons de céramique venaient de Chalkis, probablement. On l'a vérifié sur une, on ne l'a pas vérifié sur toutes, mais la diffusion à longue distance est un autre indice qui va dans le même sens, et nous verrons dans un autre instant qu'il y a encore un indice final. Et également, et peut-être surtout, que ces amphores étaient, pour l'instant, on pense qu'elles viennent, toutes celles qui ont été analysées de ce type Gunsenin 3, on a pu montrer qu'elles venaient de Chalkis. Et ces amphores, elles diffusaient probablement les productions agricoles de l'Eubée et de la Béotie. C'est une région qui est connue pour la richesse de ses productions agricoles. Là, je vous ai mis des pépins de raisin. Je vous ai également mis une chèvre, puisqu'on a trouvé dans une autre épave à Rhodes un exceptionnel petit fromage de chèvre médiéval. Donc voilà, des productions agricoles qui n'ont pas laissé beaucoup de traces, si ce n'est leurs containers, donc les amphores. Et sûrement, c'était également un indice pour d'autres produits dont on ne retrouve rien du point de vue archéologique, et je pense évidemment à la soie, puisque, encore une fois, Thèbes était un centre de production de soie très réputé à l'époque byzantine, et que Chalkis était le port de Thèbes. Donc, Chalkis était vraisemblablement vraiment le hub maritime qui était annoncé dans le titre de la conférence. Donc, c'est notre conclusion, notre avant-dernière conclusion, en fait, puisque cette histoire ne s'arrête pas complètement là, elle continue, en fait, dans les musées. Pourquoi dans les musées? Parce que ces céramiques des épaves sont beaucoup mieux conservées que les céramiques qu'on trouve dans les fouilles terrestres, et malheureusement, si je puis dire,
un certain nombre de céramiques qu'on trouve dans les musées viennent d'épaves. Et quand je dis malheureusement, c'est parce que c'est souvent de pillage d'épaves. Et si vous avez la curiosité d'aller voir ces céramiques, donc vous pouvez aller à New York, ou à Londres, ou à Thèbes, ou à Sèvres, et que vous avez la curiosité aussi de regarder le revers de ces céramiques, vous remarquerez dans un grand nombre d'entre elles qu'il reste des concrétions calcaires sur le revers. Et ces concrétions calcaires sont tout à fait typiques de céramiques qui viennent d'épaves. Et donc notre hypothèse, c'était que ces céramiques, qui sont du même type que ce que je vous ai montré depuis le début, provenaient d'épaves de bateaux qui étaient partis de Chalkis avec ses cargaisons. Et donc, nous avons voulu le vérifier en analysant un certain nombre d'exemplaires de ces céramiques conservées à la Cité de la céramique de Sèvres. Alors pour ça, on ne nous a pas permis de faire des prélèvements. Et donc, nous avons eu recours au Centre de recherche et de restauration de Musées de France, et plus spécifiquement à l'accélérateur qui est abrité par le laboratoire situé sous le Louvre et qui porte le doux nom d'Aglaé, pour accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire. Et donc, au bout de cet accélérateur, voilà la chaîne d'analyse, on a positionné des plats de Sèvres que nous avons analysés. Et donc, on a pu, là aussi, vérifier que, à une exception près, qui était probablement une imitation ou un faux, qui était déjà soupçonné avant les analyses, ces céramiques étaient des productions de Chalkis. Et donc, quand vous irez voir dans un musée des céramiques byzantines, rappelez-vous que probablement une grande partie d'entre elles sont originaires de Chalkis. Alors, ça, c'était en fait la dernière pièce de ce puzzle. Donc, au départ, on avait un ensemble de morceaux désordonnés, mais au final, on a une image cohérente qui est celle d'un port qu'on connaissait comme un port important, mais surtout pour des périodes plus tardives. Vous voyez ici sur une carte du XVIIe siècle la vignette Négrepont, mais qui était déjà un hub maritime très important dès le XIIe siècle. Et c'est ce que nous avons pu montrer grâce à l'étude des céramiques, des amphores, et grâce à l'apport de l'archéométrie. Alors évidemment, cette étude sur la longue durée, qui a commencé en fait, j'ai oublié de le dire, au début des années 2000, qui n'aurait pas pu se faire dans un autre cadre que celui du CNRS, pas sur un projet à 3 ans comme on le fait maintenant. Cette étude donc n'aurait pas pu se faire évidemment sans tous les partenaires archéologues qui sont intervenus directement dans cette recherche, et sans les financements, sans mon laboratoire, et tout un tas d'autres gens qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ces recherches sur la longue durée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le site d'un programme qui s'appelle Pommédor. Vous pouvez également, si vous vous intéressez aux aspects méthodologiques, aller voir un article dans ce bouquin. L'histoire de Chalkis-Chalkida est contée avec bien d'autres histoires dans ce livre qui vient de sortir à MOM Édition. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci. Alors, je ne sais pas si je suis censée animer les questions non, ou si non, Pauline... J'avais un petit temps de désactivation du micro, activation, désactivation.
c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Remercions vivement Yona Waxman pour cette présentation très enrichissante de ses travaux de recherche qui portent sur le port de Chalcis. Désolée pour la prononciation si elle n'est pas parfaite. Et voici maintenant le temps des questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir, soit en activant votre micro et ou votre caméra, soit via le fil de discussion qui, je pense, se situe à droite et que vous pouvez activer tout en bas de l'écran. Donc, si certains veulent prendre la parole. Si mettre la vidéo, c'est plus sympa pour moi. C'est une question de choix, comme on est encore en enregistrement. Ah, d'accord. Voilà. Et aussi il faut, par contre, si vous posez vos questions, excuse-moi, Pauline, si vous posez vos questions par oral, il faut vraiment réactiver votre micro. Vous avez la main pour pouvoir le faire. Il faut aller en bas à gauche. Voilà, sur le bouton en bas à gauche. Je peux remettre la diapo éventuellement pour montrer où est le micro. Sinon, pareil, le fil de discussion. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Eh bien, c'est que c'était ou tout clair. Alors, j'ai pas de questions. Obscur. J'ai pas de questions, mais tu les vois pas forcément tous, mais j'ai plein de messages pour dire que c'était une très belle présentation, que c'était très intéressant, même pour des béotiens. Donc, voilà. Merci pour la qualité. Public, donc bon, j'ai essayé d'être Ici, il y a des questions pédagogiques. Qui commencent à s'afficher. Alors, pourquoi je les vois pas je vais juste poser une question qui est à l'écrit. Excusez-moi, d'abord, merci pour votre travail, très intéressant. Dans le sens, alors le hub d'aujourd'hui et le hub d'il y a X années, c'est sûrement pas la même chose, il s'entend. Toutefois, par hub, on entend, je dirais, des gens qui viennent avec leur bagage et qui repartent avec leur bagage. Or, ce que vous présentez sous-entend que tout partait de Chalcis, parce que vous avez étudié en fait les contenants. Or, les contenus, je dis n'importe quoi, du vin qui partait de Venise et qui arrivait à Chalcis, c'était déjà dans un contenant. Donc, on ne pouvait pas, je dirais, ramener ça à l'étude que vous avez faite, parce qu'on ne changeait pas de contenant en arrivant à Chalcis, je présume que le contenant voyageait jusqu'au bout avec son contenu. Alors, ce que j'aurais dû dire sans doute, c'est que, en fait, ce qu'on voit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein, ce que vous imaginez, ces cargaisons dans les épaves, il y a très peu de matériaux qui sont conservés, en fait. Et donc, les matériaux qui sont conservés, eh ben, ce sont essentiellement les céramiques. Oui, donc, effectivement, ces bateaux qui arrivaient de Venise avec une cargaison qu'on ne retrouve pas, voilà. Moi, la seule chose que je peux mettre en évidence avec la méthodologie que je vous ai présentée, c'est la circulation de ces containers amphoriques et la circulation des céramiques de table. Alors, ce qu'on peut quand même voir, c'est que les cargaisons d'amphores n'étaient pas des cargaisons mixtes, hein, à savoir qu'on n'avait pas des amphores qui venaient d'Italie, auxquels ont été rajoutés ces amphores égéennes dans les cargaisons qu'on retrouve dans les épaves un peu plus loin sur la route de Constantinople. Donc ça nous donne quand même aussi des indications. Ceci dit, bon, il faudrait aussi moduler parce que finalement, une grande partie de ces épaves sont seulement connues par des sevets et pas réellement par des fouilles extensives. Et donc ça, mais si vous voulez, jusqu'à présent, cette synthèse que je vous ai présentée sur les épaves de Georges Koutsouflakis, elle sort là en 2020.
Donc, il faut vraiment vous imaginer que ce sont les résultats de travaux en cours, de travaux tout récents. Hein. Mais effectivement, ce qu'on voit actuellement dans ces épaves n'est qu'une partie très incomplète de ces cargaisons. Mais ça donne quand même des indications. Oui, le reste a péri en mer. Le reste s'est décomposé pendant les centaines d'années où ces matériaux ont été au fond de la mer. Et sans doute, il y a des choses que les archéologues retrouveront lorsqu'ils fouilleront véritablement ces épaves. Parce que je vous ai montré là, ces cargaisons absolument impressionnantes à Péristera, mais ce sont des épaves qui n'ont pas été fouillées. Alors peut-être que déjà dans les amphores, on retrouvera des grains je ne sais pas, ou j'allais dire des grains de raisin, mais peut-être des choses plus exotiques. Hein. Il y a certaines amphores, ce ne sont pas ces types-là, ce sont plutôt des amphores romaines, orientales. On a retrouvé des dattes, des noyaux de dattes. Bon, donc c'était peut-être d'autres produits que les produits qui étaient traditionnellement commercialisés en Méditerranée depuis l'Antiquité, hein, le vin, l'huile, le garum aussi, à cette époque, existait encore, notamment en Crimée. Bon, ce n'est pas le bon sens de circulation, là, en l'occurrence, mais voilà, donc c'est la partie émergée de l'iceberg. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, je vois des questions sur le fil de discussion. Il y a plusieurs questions qui se sont affichées. Ouais. J'ai une première question qui concerne la durée de vie de Halsey en tant que centre de production céramique. Est-ce qu'il y a une idée sur… Une bonne question. Alors, ce qu'on a étudié avec mes collègues grecs, c'est on commence au XIe siècle et on va jusqu'au, j'allais dire, 14e. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, toute la région était une région productrice de céramique depuis l'âge du bronze. Hein, il y a des sites très importants. En fait, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'on n'a pas identifié les ateliers précisément qui fabriquaient ces céramiques, mais on pense qu'on sait d'où venait l'argile. Et cette même argile était exploitée déjà à l'âge du bronze. Donc ça, ce n'est pas nos travaux à nous. Ce sont les travaux des collègues, notamment du Fitch Laboratory, aussi les fouilles de l'école suisse d'archéologie à Rétry. Hein. Je ne sais pas si Sylvie Muller n'est pas là, elle pourra nous en dire des choses. Donc c'était une région de production de céramique depuis l'âge du bronze, qui exploitait les mêmes gisements d'argile, semble-t-il. Donc c'est vraiment une région de production sur la longue durée, pas à Chalkida même, mais dans l'ensemble de la région. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais bref. Une autre question par rapport aux techniques d'analyse, savoir s'il y a une analyse granulométrie en parallèle, parce que la céramique étant hétérogène, et savoir s'il y avait des potiers qui réutilisaient des chamottes dans la production. Alors, pas dans ces productions-là. Alors justement, je vous ai montré la chaîne d'analyse et je vous ai montré la forme sous laquelle les céramiques sont analysées, sous forme de perles de verre. En fait, on passe d'un matériau hétérogène, la céramique, à un matériau homogène, du verre. C'est sous cette forme que c'est analysé. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelque chose de représentatif de l'ensemble du matériau. Pas juste d'un petit fragment, d'une petite inclusion qui serait par hasard à l'endroit où on analysait, mais vraiment quelque chose qui représente le matériau dans son ensemble, qui soit caractéristique de l'ensemble du matériau. Alors, il n'y a pas eu d'analyse granulométrique. Bon, je vous ai montré des photos de fabrique à la loupe binoculaire. Ce ne sont pas des céramiques chamottées. Si c'est ça la question, ce n'est pas le cas. Alors, on était où dans les questions? Celle-là. Pourquoi je ne vois pas les questions? Il y en a quelques-unes qui sont sur le fil de la discussion pour tout le monde. Après, il y en a quelques-unes qui ne sont pas envoyées à tout le monde.
Est-ce que vous avez identifié plusieurs séries? Est-ce que certains artistes étaient impliqués dans le design? Alors, l'aspect stylistique a été étudié par... en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que traditionnellement, les études de la céramique byzantine relevaient plutôt de l'histoire de l'art et de l'approche stylistique. Et en fait, et les historiens de l'art et en fait les céramologues et archéologues de la période byzantine, c'était déjà un choc conceptuel que de réaliser que toutes ces céramiques avec des décors différents, que eux, ils casaient dans des catégories à part et présumément des origines différentes, relevaient d'une même production. Et donc ça, c'était l'épisode 1, si je puis dire, a été déjà conceptuellement une étape assez, comment dire, difficile à avaler pour la communauté des céramologues byzantinistes, parce que traditionnellement, en fait, l'approche était celle de l'histoire de l'art et de la description de céramique à partir de leur technique de décoration et de leur style. Et du coup, ils n'avaient pas envisagé, jusqu'à ce que certains quand même commencent à se poser des questions, hein, les mêmes formes, le traitement de surface, la pâte, la fabrique qui ressemble. Mais au départ, justement, l'étude qui reposait sur les styles n'envisageait pas cette hypothèse. Et au-delà, est-ce qu'on peut considérer, enfin, y a-t-il eu peut-être des imitations? Alors, oui, il y a eu d'autres sites de production qui fabriquaient les mêmes types de céramique. J'ai peut-être même une slide en rapport avec ça. Et justement, ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est que il y avait d'autres sites qui fabriquaient les mêmes types. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, toujours. Donc, Ralkis, les mêmes types étaient fabriqués à Corinthe, à Constantinople, à Larissa. Mais ce que montrent les analyses, c'est que la diffusion à longue distance, la commercialisation, portait jusqu'à nouvel ordre uniquement sur les céramiques de Ralkis pour la diffusion à longue distance, du moins. Une diffusion régionale, je serais moins affirmative. Mais donc, ces céramiques étaient produites, ces types étaient également produits ailleurs, mais c'est vraiment Ralkis qui était le grand centre qui diffusait ces types dans toute la Méditerranée et en mer Noire. Ça va un petit peu dans la ligne de la question d'après qui dit qu'on pourrait peut-être parler d'industrie dans ce cas-là et peut-être qu'il y aurait des commandes particulières avec des artistes et des designers fameux pour les époques. Alors, il faut quand même voir que c'est une production, j'allais dire, sur la longue durée. Bon, ce n'est pas une très longue durée, on est sur 2 siècles, et peut-être un peu plus, mais enfin, bon, ça dépasse la durée de vie d'un artisan. Donc, avec des évolutions stylistiques, vous voyez ici que c'est quand même, on a quand même des choses assez différentes. Je ne sais pas où on le voit le mieux, peut-être là. Alors, des commandes particulières, nous n'en sommes pas là, vraiment, dans la connaissance. Au détour d'un labyrinthe de bravos et d'îles. Non, là, il y a un micro qui doit être allumé avec une vidéo qui Certaines tourne. espèces baignent littéralement dans l'opulence. Donc, désolé. Faire attention aux micros qui sont ouverts parce qu'on entend tout ce qui se passe autour. De nous mettre une autre Les zones vidéo. marécageuses le long de l'amour et de ses affluents sont innombrables. D'accord. Il y avait... Ouais. Non, c'est le micro de Léon Sia. Vient ajouter un étage supplémentaire à ce Le micro de Léon Sia. Merci. Voilà. J'ai coupé du coup. Ah, c'est intéressant. Bon. C'est des choses qui arrivent, c'est bon. C'est le problème. Chacun est maître de ses propres micros et caméras. Il y avait une dernière question, il me semble.
Justement, de savoir s'il y avait eu des croisements avec des sources, des archives vénitiennes ou byzantines. Alors, il y a effectivement les historiens se sont intéressés à Chalkis, et donc je renvoie aux travaux de gens comme Johannes Koder, de David Jacobi, de Nikos Kontoyiannis, qui a fait aussi une synthèse sur Chalkis à la fois historique et archéologique. Mais ce que ne disent pas les sources, c'est que Chalkis était si important dès la période byzantine. En fait, on a des témoignages dans les textes de l'importance commerciale de Chalkis plus tard, plutôt vers la deuxième moitié du XIIIe siècle et au-delà. Et on n'a pas le témoignage de ce côté hub maritime, justement, dès la période byzantine. Je pense que c'est vraiment l'apport de cette étude, c'est de montrer ça, et de montrer que finalement, quand on est passé de la domination byzantine à la domination vénitienne, les choses n'ont pas tellement changé, ni du point de vue de la production de ces céramiques, ni même du volume de diffusion. Hein, les épaves sont aussi bien avant et après le passage byzantin-franc. Les styles changent. Peut-être que les routes maritimes changent également, puisqu'on trouve des épaves avec des types plus tardifs sur la branche maritime qui va du côté des États francs du Levant. Donc, vous voyez les épaves qui sont ici, que je vous montre ici sur le curseur. Donc, ce sont vraiment les routes maritimes vers le royaume latin de Jérusalem, en passant par Famagouste. Donc, peut-être que le curseur change, mais la production et la diffusion préexistaient à la période franque. Moi, j'ai fini les questions écrites. Il y a peut-être d'autres questions orales. Orales, peut-être. Non. N'hésitez pas à intervenir. On a encore un petit peu de temps. Je ne vois pas d'autres questions. Karine, de ton côté? Non, non plus. Ni écrit, ni oral. En tout cas, personne n'a rebranché son micro pour prendre la parole. Okay. Bon, mais il ne reste plus qu'à remercier les auditeurs d'être venus à cette conférence. Il manque les petits fours et le pot de l'amitié, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Nous remercions également Yona Waxman encore chaleureusement pour cette présentation. Et nous vous remercions à toutes et à tous de votre présence ce soir. Et nous vous donnons rendez-vous le mercredi 14 avril pour la prochaine conférence Pouillou. N'hésitez pas à consulter le site internet de la Maison de l'Orient régulièrement. Je pense que l'inscription pour la prochaine conférence sera en ligne très prochainement. Je vous rappelle également que les conférences Pouillou sont aussi présentes sur le site web YouTube de la MOM, dont vous pouvez visionner les précédentes conférences si cela vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites web. Nous vous souhaitons une bonne soirée à toutes et à tous et à très vite. Voilà.